les choses qui fonctionnent, les difficultés que nous avons, de manière à les partager avec vous et que vous soyez pleinement informés de l'ensemble des éléments. Sur le plan du projet, je vous rappelle qu'il a été déposé en novembre 2010. Bien sûr, ça a été un projet qui est porté par des institutions et qui a été déposé à la fois par l'Université de la Méditerranée à l'époque, qui est devenue AMU, et puis par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il a été retenu en avril 2011 avec comme objectif qui était écrit, quelque chose qui est une surprise pour personne, de construire un bâtiment sur le site de la Simone avec 75 lits d'hospitalisation. Le plan initial d'ailleurs était sur le site du parking, c'est ce qui a été fait. Ça a été validé par l'assistance publique, l'université et le ministère de la Santé. Le démarrage des travaux a bien commencé avec un tout petit peu de retard en septembre 2013 et le démarrage du bâtiment commence là maintenant. Le terrain a été mis à disposition de l'entreprise en janvier 2014. Donc on avance vite. L'ensemble du plan, vous l'avez là, et on a pu gagner du temps du fait que la nouvelle fondation était nichée dans une ancienne fondation qui a servi à lancer l'appel d'offres et à payer les premiers éléments, ce qui fait que les choses ont été plus particulièrement rapides et que le coût du bâtiment, en dehors de la maintenance, le coût du bâtiment lui-même, pour un peu plus de 20 000 m² et avant les aléas que nous aurons à voir, etc., de 48 millions hors taxe, plus 6 millions de maintenance pour 10 ans. Donc c'est un prix, comparé à ce qui se fait en général, qui est un prix très très raisonnable. Voilà, j'ai aimé photographier ça pour montrer qu'effectivement on avait avancé. Bien, le rapport de l'IHU avec le CHU, c'est une fondation qui a maîtrise d'ouvrage, dans lequel il y a de nombreux partenaires et 7 fondateurs. Et l'idée, c'est de réaliser une convention de co-utilisation et de répartition des charges avec 10 000 m² qui serait co-gérée avec l'assistance publique sur le site de la Timone. Les éléments majeurs, je vous le rappelle, c'est l'étude de la contagion dans le XXIe siècle, sur lequel il y a beaucoup de choses qui avancent. Un des éléments clés de ce qu'on veut faire sur l'étude de la contagion, c'est de comprendre comment, à l'intérieur d'un hôpital, puis à l'extérieur, les choses se transmettent. On a des éléments préliminaires que le cas qui sont tout à fait extraordinaires, choses qu'on ne savait pas parce qu'on n'utilisait pas les outils modernes, la vidéo, le marquage, la traçabilité par les puces. C'est un élément majeur qui est extraordinairement, auquel il y a très peu d'endroits dans lesquels les choses se font comme ça, et tout le bâtiment va être construit autour de la capacité à faire ça, à faire de la traçabilité complète des gestes qui éventuellement sont dangereux. C'est un élément essentiel pour tout le XXe siècle et pas que pour nous. Bien entendu, l'étude des épidémies est un élément important. L'optimisation du soin, du diagnostic au traitement est aussi un élément important. La détection des phénomènes anormaux, qui est un point important et qui a bien avancé. On a pratiquement maintenant les 2/3 de l'information des isolements bactériens de toute la région PACA, toutes les semaines, pour lesquels on regarde ce qui se passe, il y a des événements anormaux, qu'est-ce qui se passe, aussi bien le privé que le public. À peu près tout le monde a fonctionné dedans, très très peu d'exceptions à ça. Donc on a besoin d'un tout petit peu de temps pour les militaires pour avoir la nouvelle en même temps parce que ça place des procédures, mais globalement on est à 70% des laboratoires de microbiologie de la région PACA. Donc on a énormément de données avec les CHU, Nice, Marseille, mais aussi les CHD, mais aussi les grandes cliniques privées et les grands laboratoires. Donc c'est un élément extrêmement important qui n'existe pas en France, je crois que ça n'existe nulle part au monde, d'avoir cette saisie permanente de toutes les bactéries identifiées tout le temps, toutes les semaines, pour voir s'il y a des phénomènes anormaux, et on les compare statistiquement avec nos amis, en particulier militaires, avec de Paris et avec nos amis civils, en particulier Chaudet, pour déterminer s'il y a quelque chose qui est en train de se passer que l'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça c'est un élément considérable. Et puis les observatoires, je vous en redirai de mots, en particulier le développement de réseaux de diagnostic et de surveillance avec les pays du Sud. Il faut savoir qu'avant de commencer, on recevait déjà une quantité de prélèvements considérables avec
250 000 sérums par an, 250 000 prélèvements à cultiver par an, 330 000 PCR par an, et avec des capacités de séquençage qui sont considérables. On développe des biotech, d'une part avec l'EFS qui est un de nos partenaires, et pour lequel on devrait recevoir un échantillon de pratiquement tout ce qui est prélevé dans le pays et stocké de manière définitive. C'est Xavier Lamballerie qui est en responsabilité de ça pour pouvoir faire des études rétrospectives que jusqu'à présent la France ne pouvait pas faire parce qu'elle ne conservait pas suffisamment longtemps des prélèvements. Et là, il s'agit de les garder sur 10 ans, 15 ans. S'il y a microbes émergents, on pourra revenir sur les collections pour savoir quand c'est apparu. Bien entendu, ça signifie qu'il y aura une énorme biotech avec des conditions de conservation qui sont considérables, sur lesquelles on travaille beaucoup. La deuxième chose, c'est que l'on veut créer la plus grande... On a créé une collection qui est dirigée par Pierre-Edouard Fournier, les bactéries intracellulaires, c'est la plus grande collection mondiale, et cette collection de bactéries intracellulaires, on veut la transformer en seule collection au monde contenant toutes les bactéries ayant été isolées au moins une fois chez l'homme. Je vous en reparlerai parce que c'est déjà pour savoir combien il y a de bactéries qui ont été isolées une fois chez l'homme, ça a été un travail qui nous a pris 2 ans. Enfin, maintenant on sait, et donc l'idée c'est de compléter ceci, c'est en cours, et là aussi c'est Pierre-Edouard qui le fait, et l'objectif, étant donné qu'on sait maintenant qu'il y a 2000 espèces bactériennes qui ont été isolées au moins une fois, eh bien, on veut compléter ça, ce qui veut dire qu'on doit rester sur un rythme d'une trentaine d'espèces par semaine qui viennent incrémenter ce souchier qui est maintenant à 650 demain. Et puis, une collection, une bibliothèque qui est dirigée par Xavier Lamballerie sur les virus, qui est la plus grande collection de virus au monde, avec 2000 souches actuellement. Les objectifs excellence à Marseille, sur ces éléments dont je voulais parler, le pôle. Alors, le pôle est particulièrement spécifique de l'IHU, puisque le pôle l'IHU contient et est contenu dans le pôle de maladies infectieuses et microbiologiques, qui est coordonné par Philippe Broucky. On vient de recevoir les CRAE, et donc vous voyez, c'est un pôle qui est extrêmement bénéficiaire, puisqu'il était bénéficiaire de 7,2 millions d'euros en 2011 et 6,3 en 2012. Ceci étant dû d'ailleurs beaucoup au fait qu'il y a beaucoup d'examens extérieurs qui sont réalisés et une part de mairie, donc vous voyez qu'elle est extrêmement importante et qu'elle a encore augmenté, qu'elle devrait encore augmenter de manière très significative en 2013, puisqu'elle atteignait 7,2 millions d'euros. Et globalement, sur les données SIGAPS, ce pôle constitue à peu près 20% des recettes de l'assistance publique au terme des SIGAPS. On a une petite discussion sur ce désaccord sur la signification des SIGAPS. Actuellement, et donc ça c'était les données 2010 et 2011, j'ai pas celle de 2012, mais c'était le pôle qui est le plus productif de SIGAPS. On a une discussion qui n'est pas spécifique à ici, qui est est-ce que les SIGAPS constituent une donnée supplétive à des actions générales des hôpitaux, ou est-ce que ça correspond à des données spécifiques générées par des activités de recherche, qui est une question qu'il faudra résoudre parce qu'elle crée des tensions ici comme ailleurs. En particulier dans les IHU, qui sont par définition, font beaucoup de recherche, produisent beaucoup d'éléments qui donnent lieu à des recettes supplémentaires qui ne sont pas réaffectées. Ça pose un vrai problème de fonctionnement sur lequel je reviendrai. Sur les malades et IHU, c'est quelque chose sur lequel on avance beaucoup avec nos amis les urgentistes, avec qui depuis le départ, et depuis 2005 en réalité, on était convenu de créer quelque chose qui est tout à fait unique, qui est une filière en maladies infectieuses et contagieuses. Et qui part, bien entendu, aussi bien des urgences que du malade qui appelle, qui téléphone, aux pompiers, au SMUR, etc. Et donc, l'idée, c'est que quand parce que ça vient là au milieu. Bon, pardon, IHU, le médicament infectieux, excusez-moi, était mal placé. Si on évalue l'IHU tout seul, et qu'on compare ça à toutes les structures hospitalo-universitaires du pays, l'IHU à lui tout seul, peu nombreux, serait 12e.
Et il passerait devant la plupart des CHU français. Donc il y a une production scientifique de l'IHU, bien entendu dans le CHU, mais aussi des équipes de recherche très importantes. Si vous regardez dans le classement par SIGAPS, je ne veux pas faire insulte à ma modestie, mais je ne suis pas le seul à travailler dans ce pôle. Vous regardez les 6 premiers sur 2002-2012 de Marseille, sont tous les 6 dans le pôle. Si vous regardez les 10 premiers, il y en a 7 sur 10 qui sont dans le pôle. Donc c'est une donnée qui est dynamique générale, ça ne tient pas sur une personne, ça tient sur quelque chose qui a un pôle extrêmement dynamique. Je voudrais rappeler que d'ailleurs, dans le service de santé des armées, le numéro 1 en termes de SIGAPS était aussi quelqu'un qui était rattaché à l'Europe. Donc c'est une dynamique générale qui est importante. Et ce que je vous ai mis en jaune, donc ce que je vous ai mis en bleu ici, ce sont les gens qui font partie du pôle. Et ce que je vous ai mis en jaune, c'est les gens qui ne font pas partie du pôle, mais qui sont associés aux unités de recherche de l'IHU. Et donc si vous regardez là, vous voyez que dans les 15 premiers de Marseille, il y en a 11 qui sont associés à l'IHU. Donc le poids relatif de l'IHU en termes de recherche, ici, est colossal et considérable. Donc c'est une des raisons sur lesquelles nous souhaitons, et c'est un élément qui est très important pour nous, que les données émanant de la recherche et générant des ressources de la recherche viennent aider l'IHU à continuer cette dynamique qui est une dynamique qui est tout à fait unique. Les publications et les citations du pôle MIT dans l'année sont ici. Vous voyez, l'année 2013 n'était pas finie, mais en réalité l'année 2013 a été encore meilleure que 2012. Les cohortes. Alors, les cohortes sont une histoire qui est encore en cours, assez intéressante, qui est l'ancien responsable de la recherche en 2012, M. Bellègue, avait dit, écoutez, M. Raoult, on est très content des SIGAPS, beaucoup de publications, on est content pour les brevets, à l'époque les brevets étaient aussi dans les mairies, on produisait, je ne sais pas quoi, un tiers ou la moitié des brevets qui avaient été pris par l'assistance publique, mais en revanche, pour les cohortes, ça ne va pas du tout. L'assistance publique est classée 3e pour les SIGAPS, pour les cohortes, est classée 23e, c'est-à-dire derrière, la quantité de CHU sont pris beaucoup plus petits. Et donc, on a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte que nous, on faisait beaucoup de cohortes, mais qui sont des cohortes observationnelles. C'est-à-dire, on fait des diagnostics, et donc on a les plus grandes séries mondiales, une série de syndromes, des endocardites, des péricardites, des réflexions osseuses, mais de manière observationnelle et pas de manière interventionnelle. C'est le fait qu'elles ne soient pas de manière interventionnelle, fait qu'elles ne sont pas comptabilisées dans des cohortes institutionnelles. Donc on a dit très bien, écoutez, on ne peut pas faire ça avec vous, et on a commencé à faire ça, et l'idée était, parce qu'on aime bien collectivement se donner des défis, c'est de dire, en tout, l'assistance publique sur les derniers chiffres donnés a inclus 1800 personnes dans les cohortes, et donc on va faire au moins, à nous tout seuls, la moitié de ce que fait le reste de l'assistance publique. Notre objectif était 900 euros. Et on est parti, on n'avait pas de cohorte début janvier, et on a mis 100 contributions supplémentaires, on a créé une vingtaine de cohortes qui ont permis dans l'année d'inclure 1450 personnes. Alors c'est assez... discussion sur ces cohortes est assez intéressante. Le directeur actuel de la recherche pense qu'on ne sait pas faire la recherche clinique, il l'a écrit d'ailleurs en disant qu'on pourrait aller à l'assistance pour recevoir des leçons de recherche, quelque chose qui m'a un peu surpris à mon âge et compte tenu du fait que je ne crois pas que dans ce pays, que ce soit avec plus d'articles scientifiques que moi. Mais du coup, pour l'instant, nous, notre estimation était que ces cohortes étaient susceptibles de rapporter en SIGREC 850 000 euros à l'établissement. Mais le directeur considère qu'elles ne sont pas conformes malgré le du CPP. On verra bien ce que ça deviendra. Là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur la signification et les moyens contributifs de ça qui mérite d'être réfléchi. Pour les publications, là aussi, 2013 n'était pas fini à ce moment-là, mais 2013 a dépassé 2012, donc il y avait plus de 400 publications. Et comme il faut toujours se comparer à quelque chose, eh bien, on se compare, nous, qui puisse se comparer par les villes européennes, on se compare l'Institut Pasteur à Paris. Et donc, vous voyez, l'Institut Pasteur à Paris produit pour l'instant tout domaine confondu, pas que la microbiologie, 1 millier de publications par an, et nous, on en fait à peu près 700 par an. Donc, on a un poids considérable dans la recherche en microbiologie qui est moins perçu pour l'instant parce que nous sommes jeunes. Pas moi, enfin notre institution. Comparé à celle de l'Institut Pasteur.
Donc les citations, vous voyez, de Méditerranée Infection, avec les personnels, vous voyez qu'en 2012, 2013 bien sûr c'est encore plus important, on était à 14 000 publications versus, donc à peu près 40% de celles de Pasteur. C'est considérable. Donc si on compare maintenant Marseille, la microbiologie marseillaise par rapport à d'autres villes, vous voyez ici en maladies infectieuses et tropicales, et bien vous voyez que Marseille est à la 12e place en 2012-2013, et pour l'instant. En microbiologie et virologie, Marseille était à la 11e place, elle est passée à la 9e place en 2 ans, ce qui est un élément très significatif, parce que la compétition des 10 premiers commence à être raisonnable. Et bien sûr, on n'arrivera jamais à battre ni Londres ni Paris, c'est proportionné. Et puis, en entomologie, mycologie, parasitologie, les choses progressent aussi de manière significative, et on est maintenant à la 14e place, on est parti de la 27e place quand j'ai déposé le dossier. Quelque chose avance beaucoup grâce à l'entomologie. Voilà, et donc si on compare maintenant par rapport à l'Institut Pasteur, on est passé de 51% de la production de l'Institut Pasteur à 70%, de 36 à 50% en maladie tropicale, de 26 à 33% en immunologie, il faut un peu accélérer, monsieur le belge. En microbiologie de 23 à 28%, je fais à peine mieux que toi. En virologie de 23 à 28%, en parasitologie de 19 à 25%, en entomologie, vous voyez qu'on a fait un bond en entomologie qui est très significatif de 16 à 27%, et en mycologie de 17 à 21%. La parasitologie est un des éléments sur lequel j'avais considéré, et je considère encore, que nous avons des efforts considérables à faire pour pouvoir être ce que nous revendiquons être, c'est-à-dire un des sites majeurs au monde de diagnostic en maladies infectieuses, les parasitaires tropicales. Donc je fais une analyse exhaustive de ce qui est publié depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui apparaît depuis quelques années? Sur le plan de la mycologie, il y a des progrès significatifs liés à l'utilisation du Malditoff dans d'autres domaines, c'est bien. Sur le plan de la toxoplasmose, il y a une activité ancienne qui se faisait avant dans l'Institut de pédiatrie qui est resté à un niveau qui est satisfaisant. Pour le paludisme, dans mon équipe, à Dakar et avec le service de santé des armées, on a un niveau qui est très performant, en particulier dans la détection des résistances, dans les stratégies diagnostiques. Dans l'entomologie médicale, grâce à Philippe Parola et Ed Béranger, on a maintenant un niveau qui est très significatif. Sur le plan leishmaniose, on a recruté une équipe nouvelle qui vient de l'Institut Pasteur, qui fait de la physiopathologie de la leishmaniose, qui commence à donner des résultats très spectaculaires, très jolis. Et puis, le reste, et en particulier les parasitoses gastro-intestinales, on est dans une situation très mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité sur quelque chose qui est la cause la plus importante de maladies négligées. Donc c'est un point extrêmement important qui a été soumis au conseil scientifique et pour lequel je vous donnerai des éléments d'évolution que l'on essaie d'avoir. Sur le plan du brevet et de la valorisation, vous voyez, le nombre de brevets a augmenté de manière significative en 2012 et en 2013, je ne sais pas combien, Jean-Marc. On est à 8 ou 9, c'est pareil que 2012, mais enfin, il y a une augmentation significative. Les contrats et les projets IHU, il y en a un sur la détection du lavage des mains par médian de traces. Il y a une start-up issue de chez Montarotti d'analyse des génomes. On a des contrats avec Galderma pour étudier le microbiote cutané. Virbac nous a pris une licence sur la squalabine pour traiter chez les animaux la mamite des bovidés. On a une deuxième réflexion à faire pour une start-up, pour un topic avec le même produit. Avec Biomérieux, on a un contrat pour la culture de Mycobacterium tuberculosis. Il y a une start-up qui est créée sur la détection des résistances du virus HIV et du virus de l'hépatite C par Luchankov. On est en train de créer une start-up qui s'appelle Pocramé pour mettre le POC sur les bateaux avec la CMA-CGM. Avec Imébio et Biomérieux et le POC, on réfléchit à l'installation de POC mobiles dans les hôpitaux généraux à la suite d'un rapport qu'on a fait avec le PEDI pour le ministère de la Santé. Avec Biomérieux, on a fait un contrat pour pouvoir installer le premier Malditoff installé en Afrique, qui est maintenant à Dakar, qui sert de manière routinière, c'est le seul en Afrique. Il faut savoir qu'il y a moins de la moitié des hôpitaux universitaires aux États-Unis qui ont un Malditoff.
On a installé ça à la carte, ça sert pour l'ensemble de l'environnement, et ils nous envoient maintenant, comme la région PACA, leurs résultats toute la semaine, toutes les semaines. Il y a eu 4000 espèces bactériennes qui ont été utilisées, et ils servent de référent pour l'ensemble. C'est vrai que ça a vraiment été une révolution technologique qu'on a essayé d'implanter un peu partout. Il y a un vaccin actuellement, éventuellement à évaluer pour la brucellose avec Gorvel. Et puis, Chabrière a créé une start-up pour la décontamination des agents neurotoxiques qui bénéficie d'un subventionnement extrêmement important par la DGA dans le cadre de la détoxification du sarin. Après, il a eu le prix de la création de l'entreprise innovante. Les nouvelles équipes, donc on a accueilli Eric Chabrière, qui nous apporte énormément du fait qu'il pense différemment de nous, chimico-physicien, donc sa pensée très très différente nous amène à une réflexion vraiment très importante. Claire Forestier, qui vient de Pasteur et qui fait la chimie, et Laurent Abirachel, qui est un paléo-immunologiste généticien, et en particulier qui joue un rôle très très important dans l'identification des mélanges de populations néandertaliennes, Denisova, Cro-Magnon, dans la population actuelle. Il joue un rôle très important pour nous parce qu'on a des travaux sur les poux et l'association de migration des poux et des humains qui sont très importants. Et il a identifié, je crois qu'il a été le premier à le faire, malheureusement, il a identifié, par exemple, la maladie de B7 est une maladie de Néandertal. C'est-à-dire le groupage HLA de la maladie de B7, c'est hérité du Néandertal. Et là, actuellement, il y a deux paquets qui viennent de sortir, c'est deux nouvelles maladies dont on voit qu'elles sont héritées de Denisova. Donc on commence à comprendre que les répartitions géographiques d'un certain nombre de maladies génétiques sont liées au degré de mélange des différents hominidés anciens dans les différents endroits. Donc c'est un élément extrêmement important pour nous, dans l'infection, de comprendre la susceptibilité des populations liées au mélange qui a été trié d'un endroit ou dans un autre. On est en train d'ailleurs la dernière réflexion qu'on avait, c'est sur les dates d'hier avec Laurent Abirachel. Les gens pensaient que les poux, ils en foutaient les poux, mais moi ça fait 20 ans que je travaille sur les poux. Donc les poux, les gens pensaient que les poux avaient commencé par être des poux de tête et ensuite étaient devenus des poux de vêtements. C'était logique, mais il ne faut pas croire la logique n'est pas scientifique, c'est toujours apparent. Et en réalité, ce qu'on est en train de voir, nous, en étudiant les poux, depuis une dizaine d'années, c'est que les poux ont d'abord été les poux qu'on trouve maintenant sur les poux de corps, et ensuite des poux de tête. Et alors c'est très intéressant parce que on a l'impression que l'endroit dans lequel les poux sont devenus des poux de tête sont les endroits dans lesquels il y avait Denisova, qui est un des humains archaïques. Et notre pari, tous les deux avec Laurent Abirachel, c'est que Denisova était glave, n'avait pas de poil. Et que c'est pour ça que c'est devenu poux. Et si vous regardez tout l'Extrême-Orient, en réalité, on se voit toujours Néandertal comme quelqu'un de très velu, mais en réalité, parce que l'idée qu'on vient des singes et que les humains viennent des singes, mais en réalité, la population qui contient le plus de gènes de Denisova, c'est le sud-est asiatique et qui est l'Amérique, les Indiens d'Amérique, et qui ont tous extrêmement peu de poils. Et donc on voit que les descendants de Denisova, majoritairement, sont des gens qui n'ont pas de poils, et donc il est probable que c'est dans cette population que se sont isolés les premiers poux de tête qui ne pouvaient plus manger sur les poils. Enfin, je sais parce que ça y est, c'est que ça fait. Ensuite, les oldies but goodies, c'est les gens qui ont dépassé l'âge de la retraite mais qui sont des stars et qui nous ont beaucoup aidés, aussi bien Hervé Gould que Davos, pour un prix modique. Les nouveaux PU et MCF ont été nommés dans l'année, et donc là, on a un MCF qui a été recruté en SHS, à cheval sur l'unité de Jean-Paul Moiti, qui va nous aider pour les études d'épidémiologie sociale en Afrique, et puis un professeur de bioinformatique qui est en cours de recrutement. Les découvertes et les travaux, on a eu 4 records du monde en 2012 et 2013. Le plus gros virus isolé de chez un homme, puis le deuxième plus gros virus, on a battu notre propre record l'année dernière, la plus grosse bactérie jamais isolée chez un homme et la plus grande archée jamais isolée chez un homme. Voilà. Alors les bactéries, on a essayé, c'est ce que je vous ai dit, alors, on fait 2 choses dans la course à la microbiologie. D'une part, on essaie d'isoler le plus de bactéries humaines et de découvrir le plus de bactéries humaines possible, et d'autre part, à chaque fois qu'on a une bactérie nouvelle, on la séquence, et avec Pierre-Édouard, on a créé une nouvelle manière de définir les bactéries, qu'on appelle la taxonomogénomique, qui est de décrire les bactéries seulement quand leur génome entier est séquencé. C'était une grande bagarre de faire accepter ça. On a fini par trouver un journal qui nous acceptait ça, et maintenant le processus est passé, c'est-à-dire que toutes ces espèces sont validées.
et ça nous a pris un an. Le langage ça s'appelle SIGS, et maintenant on a une forme standardisée pour définir les nouvelles espèces, qui s'appelle, beaucoup d'entre elles s'appellent Massigensis ou Dakarensis ou Sénégalensis, et qui continue. Les génomes, on avait comme objectif d'en faire 200, là pour l'année, en septembre, on en avait fait 492, je ne sais pas depuis combien on en est. 200 plus, on doit être à 700. Et donc, vous voyez ça, cette évolution du nombre de génomes publiés, on est parmi les 5 ou 6 équipes qui ont rapporté le plus de génomes de bactéries humaines. Pour les bactéries humaines, ça c'est un champ nouveau que j'ai appelé la culturomics, qui est de multiplier les conditions de culture avec de l'identification par Mazikov. Et là aussi, vous savez, on se donne des défis. Celui-là ne dépend que de nous. Alors, on va y arriver. Avant que nous commencions, nous, la culturomique, on a regardé le nombre d'espèces bactériennes, grâce à nos amis des statisticiens, combien d'espèces bactériennes avaient été écrites au moins une fois dans le tube digestif, dans le monde entier. Donc il y en a eu 702 écrites dans le monde entier. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à dire que nous, tout seuls, ici à Marseille, on va en faire plus. On va en avoir plus. Alors bien entendu, il y en a qui ont déjà été décrites, qu'on n'a pas décrites, qu'on ne trouvera pas, par exemple, mais on en trouvera d'autres. Et donc vous voyez, on n'est pas loin. Donc l'année prochaine, je suis à peu près convaincu qu'on y sera. On est à 652 contre 702. Dans ces 652, il n'y en a que 289 qui étaient à l'intérieur des 702 déjà décrites. Les autres, c'était des bactéries qui étaient connues chez l'homme, mais jamais dans le tube digestif, ou connues dans l'environnement, et jamais chez l'homme. Et il y en a 75 qui n'avaient jamais été décrites du tout, qui sont toutes des nouvelles espèces, qui sont décrites en ce moment ou en cours de description, génome étant en cours de flux. Donc, au total, notre laboratoire a isolé pour la première fois 16% des bactéries qui ont été isolées une fois au moins chez l'homme. Donc 7,5% des espèces nouvelles jamais isolées chez l'homme. Donc le poids relatif du laboratoire en termes de microbiologie est considérable. Et si les choses se passent bien, ça continuera. Pour les archées, ça c'est le domaine de Michel, les gens considéraient que les archées n'étaient pas des micro-organismes associés à l'homme. C'était faux, on a commencé par montrer que 99%, 98% des gens avaient des archées dans les selles. Et sur maintenant 8, c'est un tableau qui est 8 archées qui ont été isolées au moins une fois chez l'homme. Il y en a 5 qui ont été isolées pour la première fois ici à la Timor. La proportion sur les archées est considérable. Sur les virus, eh bien, avec Bernard Lascola, on a maintenant identifié 4 nouvelles familles de virus double brin ADNA qui infectent les eucaryotes. Parmi les 19 qui sont connus, il y en a 4 qui ont été pour l'instant identifiés ici, dont la dernière, je ne sais pas si ça fait, dont la dernière s'appelle, c'est Bernard qui l'a, ça je n'ai pas de responsabilité sur ce cas, c'est Bernard qui l'a appelé Faustovirus. Plus que ça, ces virus qui ont d'abord été trouvés dans les amibes, on les trouve chez l'homme. Encore une fois, je vous dis, on travaille avec les gens du centre de transfusion sanguine. Ça, c'est le travail de Christelle Desnuet qui a fait la métagénomique et qui a mis en évidence, vous voyez, ces petits points verts dans le sang circulant de gens qui sont des donneurs de sang, qui ne sont pas parents malades et qui ont ça. D'accord? Il y en a 3 à 4%. Maintenant, on découvre avec Philippe Colson, donc j'ai vu les 2 premiers malades infectés par Marseille virus, des patients qui sont HIV positifs et qui ont Marseille virus qui circulent dans le sang alors qu'apparemment ils n'ont aucun symptôme. Est-ce qu'à long terme ça donne quelque chose? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On n'en sait rien, mais c'est commun. Et donc, c'est encore plus commun chez les gens qui sont polytransfusionnels. On a trouvé la première cas d'infection chez un enfant qui a fait une adénite à Marseille virus qui a été découverte ici. C'est les premières infections décrites à l'œil géant. Et puis, la même année, on a trouvé pour la première fois une pneumonie liée à mimivirus. On a isolé, on verra tout à l'heure parce qu'elle aura un prix, mimivirus du lavage broncho-alvéolaire, une patiente tunisienne qui avait une pneumonie sans qu'il y ait rien d'autre que ça. Et donc, on voit bien que ces virus géants sont pathogènes. Voilà les lauréats. Chaque année, la Fondation fait une réunion de tous les étudiants financés par la Fondation et fait des lauréats. Tout le monde présente un poster. Un tiers à peu près présente une communication.
Et voilà nos étudiants qui ont eu une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà, il y a par ailleurs des prix qui sont donnés tous les ans par l'IHU. Il y a un prix record du monde, cette année c'est Bernard Scola. Il y a un prix meilleur score SIGAP, meilleure production scientifique de l'année. Je suis exclu de tous les prix. Sinon le record, il faut un score. Excuse pour mais le meilleur score, meilleure production scientifique, c'est Philippe Parola cette année. Meilleure thèse cette année, c'est Jean-Christophe Lagier. Je crois qu'il avait 13 ou 18. Oui, Jean-Christophe. Publications. Combien 20 publications dans sa thèse de science. Il y a la meilleure revue publiée, c'est Pierre-Édouard Fournier, et ça en Nature Review Microbiologie. Le meilleur papier top seller, c'est Biagini, je ne sais pas s'il est là, qui est de l'EFS, qui a fait un papier, très très beau papier dans le New England, où il a identifié, un papier de paléomicrobiologie, le virus de la variole dans des corps momifiés d'Extrême-Orient sibérien, par une technique moléculaire, montrant qu'il y avait un charnier qui était mort, on ne savait pas ce qu'il était, et il l'a trouvé par hasard, parce qu'on testait tout systématiquement, et à la fin, on a dit tiens, on va regarder la variole, ils ont trouvé que c'était la variole. Donc ça marchait très bien. Et puis ensuite, les meilleures publications, c'est Alain Bougalmi pour justement ce virus géant dans le labo onco-alvéolaire. Ensuite, Desmiter. Les deuxièmes top, c'était Patricia Carrieri chez Yolande Obadia et Mathieu Bouillon pour des publications dans le meilleur journal à chaque fois de maladies infectieuses. Et puis pour le staff, là aussi il y a des trois personnes qui ont été proposées, puis une qui a été retenue par le comité scientifique. Donc parmi les ingénieurs, techniciens, laboratoires diagnostiques, c'était Véronique Filosa, Lina Barassi et Annie Cadeille. Et c'est Véronique Filosa qui a eu le prix. Personnel de soins, il y avait Mme Gossard, Taran et Lazali, et c'est Mme Gossard, Monsieur Gossard, c'est ça, qui a eu le prix. Ensuite, les ingénieurs biotechniciens, laboratoire de recherche, avec Catherine Robert, Béranger et Odoli, et c'est Catherine Robert qui a le prix. Et pour le personnel administratif, il y avait Laure Gambarelli, un Kissikian, Mme Pitacolo, et c'est Laure Gambarelli qui aura le prix, et donc on va leur remettre le prix à la fin de ça. Sur le plan de l'enseignement, vous voyez que la création d'Infectio Pôle Sud, puis la création de l'IHU a entraîné une augmentation du nombre de masters et de thèses qui est significative. Et ça, c'est des masters, et ça, c'est des thèses. Enfin, les éléments importants à faire avancer maintenant sont les urgences, les malades et le service santé des armées. Une très bonne nouvelle dans l'année, c'est la stratégie actuellement prise par le service santé des armées, qui a souhaité se rapprocher de nous, qui a souhaité avoir une réflexion commune avec, d'une part, la recherche, d'autre part, le soin, qui est extrêmement bien parti. On sait, c'est officiel, qu'on fait partie des... Moi, j'ai été malheureux, j'ai refusé d'ailleurs d'assister à la fermeture du Pharo. J'étais contre. J'ai essayé pendant 10 ans dans le chef, je n'ai pas réussi. Enfin, la vie ne s'arrête pas aux décisions, on continue, et l'année d'après, on va pouvoir se rapprocher du service santé des armées que vous souhaitez de tout mon cœur. J'espère que ça va avancer d'une manière tout à fait significative. En particulier, dans la gestion des urgences, et dans la recherche et dans le diagnostic. Donc l'idée générale qui est en train de se développer maintenant dans le monde, dans la création de la filière infectieuse dont je vous parlais au départ, et comment obtenir une synchronisation, une organisation permettant d'une part de sortir les malades contagieux du circuit le plus tôt possible, et d'autre part de gérer de la manière la plus professionnelle possible les malades infectieux. Alors le premier point, c'est quand les gens téléphonent à domicile du centre de soins, eh bien au téléphone, le SAMU, le SMUR, les pompiers doivent pouvoir, avec leur interrogatoire, déterminer si quelqu'un a un risque de contagion, quelqu'un ira directement dans les HU, s'il représente un risque infectieux, quelqu'un préviendra le circuit des urgences. S'il est contagieux, c'est directement l'IHU qui est fait pour gérer les malades contagieux.
Les malades contagieux continuent de poser un problème dans tous les hôpitaux, y compris le nôtre, c'est-à-dire que si vous hospitalisez quelqu'un avec Clostridium difficile dans un service qui n'est pas spécialisé, vous avez des cas secondaires. Si vous hospitalisez quelqu'un avec un norovirus, vous avez des cas secondaires. Si vous hospitalisez quelqu'un avec une grippe dans une chambre à lit, vous avez des cas secondaires. Donc il y a un vrai problème de gestion dans ce pays. Donc pays à part, je pense, encore saisi toute l'importance, mais la contagion intra-hospitalière est un problème extrêmement important qu'il faut absolument gérer. Ensuite, éventuellement, quand les gens viennent directement aux urgences, ou quand ça n'a pas été reconnu, ou si le médecin reconnaît que c'est un problème infectieux, il sera passé directement à l'infectieux. Quand il arrive aux urgences, eh bien, soit il arrive à la Timone, et soit il arrive à Nord ou à la France, si on suit le même schéma avec nos collègues militaires, eh bien, si c'est un problème infectieux, suspicion de problème infectieux, il passe par le POC. Le POC teste toutes les hypothèses qui correspondent à contagion, maladie infectieuse, et identifie les maladies infectieuses. Ça sera fait ça, à travers un algorithme dont je vous parlerai. Si c'est infectieux et que c'est à la Timone, ça partira dans l'IHU. Si c'est infectieux et contagieux, où que ce soit, ça partira dans l'IHU, conseil de métier. Mais si c'est infectieux non contagieux, et que c'est à Nord ou à la France, ou dans tous les hôpitaux qui participeront à ça, Sainte-Anne, c'est une question, ça ira dans ce qu'on appelle post urgence infectieuse, le PUI, qui sont les quelques lits, 5-6 lits, qui sont accolés aux urgences pour gérer les problèmes infectieux aigus et de courte hospitalisation présumée. C'est-à-dire que quand le problème d'infection aiguë, infection urinaire ou infection respiratoire est présumé durer moins de 3 jours, il sera hospitalisé là-dedans. Et si, une fois réglé les problèmes aigus, les problèmes maladies sous-jacentes, chroniques, bien entendu, seront gérés dans les services de spécialité, qu'il s'agisse d'urologie ou de diabétologie ou de neurologie. Le rôle des maladies infectieuses n'est que de gérer, pour maladies infectieuses aiguës, l'épisode aigu. Une fois que l'épisode est résolu, il part chez les collègues en gériatrie, en neurologie, en néphrologie. Donc s'ils sont guéris au bout de 3 jours, ils rentrent chez eux. S'ils sont guéris et qu'ils ont une autre pathologie sous-jacente, ils vont dans les services de spécialité. Et s'ils ne sont pas guéris de leur problème infectieux, au bout de 3 jours, ils vont à l'IHU. Voilà. Donc c'est le plan général sur lequel on travaille et sur lequel on essaie d'avancer. Et l'idée bien sûr, de la gestion de la biologie dans l'IHU, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec une connexion avec les 2 POC de l'assistance publique, puis éventuellement des POC des gens qui voudraient travailler dans les mêmes conditions que nous. Peut-être le service de santé des armées, peut-être demain Aix-en-Provence, je ne sais rien, peut-être demain Sainte-Anne, je ne sais rien. Les questions se poseront de toute manière de la réorganisation des laboratoires en général. Les prélèvements chez nous seront, à chaque fois que le syndrome sera établi, l'idée c'est de prélever un kit qui correspond au syndrome dans lequel tous les prélèvements sont prélevés en une fois. On dit il y a une infection respiratoire, on fait ça, il y a une méningite, on fait ça, il y a une diarrhée fébrile, on fait ça. Et le kit est préorganisé, c'est ça qu'il faut préparer, qu'on va commencer à mettre dans les urgences. L'idée, c'est de faire bien entendu à chaque fois des cohortes, et donc demander l'accord des patients pour pouvoir faire des études sur ces cohortes. Envoyer ça à l'IHU. À l'IHU, il y a un alipotage qui permet d'une part un stockage, la collection des prélèvements pour pouvoir y revenir. Deuxièmement, la culture avec l'identification dans l'antidote, la PCR, le microscope, la sérologie, et puis une validation qui pourrait être faite sur place, qui pourrait être faite à distance, et qui pourrait être faite soit de manière généraliste, soit de manière spécialisée pour les maladies qui sont rares ou complexes pour lesquelles il y a besoin de confirmation. Donc comment ça va se passer? l'IHU Méditerranée infectieux, les laboratoires seront sur 4 niveaux. Le premier c'est le rez-de-chaussée qui fera le diagnostic. Ensuite, il y a la recherche au niveau 1, les plateformes technologiques dans lesquelles il y aura toutes les technologies existantes qui peuvent permettre de faire avancer la connaissance dans ce domaine seront au niveau 2, et au niveau 3, le laboratoire P3, qui sera le plus grand en France, et 4 laboratoires P3, 250 mètres carrés chacun, y compris un qu'on pourra sanctuariser pour nos amis militaires s'ils ont besoin de pouvoir fermer leur laboratoire et de le rendre inabordable du jour au lendemain s'ils le décident. Donc vraiment une modularité là et un potentiel qui pour l'instant comment on voit l'évolution de ce monde dans la bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie et hygiène? Eh bien, nous, ce que l'on voit, c'est la création d'un plateau technique mutualisé pour tout ce qui est mutualisable. Et a priori,
99% des examens sont mutualisés. C'est-à-dire, la réception doit être la même, l'enregistrement le même, l'alicotage de l'échantillon c'est le même, les cultures axéniques sont les mêmes quasiment, la microbiologie de l'environnement c'est aussi la même, donc c'est quelque chose qui peut devenir des marchés extérieurs, la biologie de l'environnement, si c'est organisé d'une manière raisonnable. La biologie moléculaire c'est la même, honnêtement, vous fassiez une PCR sur un virus, une bactérie, un parasite, c'est ça qui change. La sérologie c'est la même aussi, c'est les mêmes machines qui font ça, que vous fassiez la toxoplasmose, la syphilis ou la grippe. L'encadrement doit être le même, en particulier on a un besoin pressant, avec beaucoup de difficultés d'ingénieur qualité. C'est un des points qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a des difficultés non résolues pour pouvoir nous mettre dans le cadre d'une accréditation qui va devenir un problème, y compris pour nos ressources externes, parce qu'on a fait beaucoup de prélèvements pour l'extérieur, et les laboratoires privés, bientôt nous ne pourrons plus nous envoyer de prélèvements, parce que nous ne sommes pas accrédités. Donc pour nous, à l'intérieur de la PHF, c'est probablement pas un problème. Pour l'étranger, ce ne sera pas un problème non plus, se foutent de notre accréditation, on reçoit 10 000 prélèvements de l'étranger pour l'instant. Pour les laboratoires français qui nous envoient pour l'instant des prélèvements, si nous ne sommes pas capables, sur les domaines sur lesquels nous faisons l'essentiel de ces prélèvements, d'avancer sur l'accréditation et la qualité, eh bien nous ne pouvons plus les faire. Et bien entendu, le secrétariat n'a pas de raison de ne pas être fait. Et bien entendu, on a un respect très strict de la réglementation en droit du travail, en laboratoire, surface, éclairage, salle de détente et confinement. Voilà le diagnostic, comment il va se faire. Vous voyez, il y a tout un secteur de biologie moléculaire, un secteur de sérologie, un secteur de détente qu'on a déplacé sur la partie la plus éclairée et la plus agréable du laboratoire. C'est une chose importante. Un laboratoire de microbiologie de l'environnement, un énorme laboratoire de culture axénique, et puis une cellule qualité, et puis là, le secrétariat et le bureau des cadres. Les bureaux, à 90%, seront des bureaux de type moderne, c'est-à-dire des bureaux dans lesquels il y aura entre 4 et 8 personnes. À l'intérieur de ça, les plus possibles de mon point de vue, hein, si ça continue à se faire. Comme ça, le BNP, par exemple, des couloirs entiers en tout bureau individuel. Je pense qu'on devrait plus faire ça. On devrait faire des bureaux paysagers maintenant. Il y a un gaspillage de place absolument considérable à multiplier les bureaux comme ça, et ça crée des problèmes sociaux, l'organisation des bureaux individuels, comme ça, qui, moi, me paraissent complexes. Si les gens peuvent se réfugier dans le bureau et ne pas sortir de la journée, ils se disputent plus facilement les uns avec les autres que quand ils vivent ensemble. Je pense que les gens qui vivent sur l'île déserte ont plus mauvais caractère que ceux qui vivent. Le niveau 1 recherche. Le niveau 2 des plateformes, vous avez la microscopie, les cultures, la microscopie électronique, le séquençage, l'insectarium, la microscopie électronique encore, le transcriptome, et puis les niveaux P2, P3, et on essaie, c'est compliqué, mais on essaie de ne pas être trop bête, c'est-à-dire de ne pas faire du tout ou rien. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir avoir des réponses graduelles, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de 1000 mètres carrés P3, ce qui va arriver assez souvent, il faut qu'on puisse transformer au moins un ou deux laboratoires en P2. C'est pas la peine de dépenser de changer la tête aux pieds, de mettre des bottes, etc. pour travailler dans un P2. Donc si on a besoin, on doit pouvoir utiliser les laboratoires soit en P2, soit les upgrader en P3. De la même manière, on verra dans le soin, on ne peut pas transformer toutes les consultations ou tout l'étage d'isolement en P3 d'un coup. Il faut pouvoir avoir une réponse graduelle. Donc les objectifs pour la parasitologie, pour nous sur le plan hospitalier, il faut réaliser le panel complet des examens nomenclature et remontature. Il y a encore trop d'examens qui partent au CERBA parce qu'ils ne sont pas réalisés ici, il faut les faire. Il faut développer l'offre en direction des vétérinaires, c'est ce qu'on essaie de faire avec Davoust. Il faut organiser, homogénéiser les circuits, les techniques, réception, sérologie, biologie moléculaire. Organiser le conseil aux cliniciens, quels sont ceux des sachants, de quoi ont besoin les cliniciens. Il faut mettre en place la coopération avec le service de santé des armées. Comment on s'organise ensemble, qu'est-ce qui se spécialise en quoi, comment on traite les choses, c'est un point qui doit faire l'objet de discussion. Remplacer, ça c'est un objectif majeur que je veux mettre en place, donc je le mettrai en place, qui est de remplacer toute la microscopie diagnostique en parasitologie par la biologie moléculaire. Je vais vous dire, j'ai Hugo Baradongo qui est malien dans mon service actuellement en sabbatique.
sur une chaire, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, que les gens qui font la pathologie tropicale connaissent. Il est venu avec moi à Dakar, ça fait 3 ans que j'ai essayé de transformer la MTPS en biologie moléculaire, et Hugo leur a dit, à Bamako, ça fait 2 ans, une MTPS. Si on ne fait pas de MTPS à Bamako, on va continuer à faire un rancet. Ça va bien falloir qu'on arrive à de même modernité. C'est pareil pour les parasitoses intestinales. La microscopie a une sensibilité très inférieure à la biologie moléculaire. La microscopie, on détecte 10 puissance 4 grammes. La biologie moléculaire, c'est 10 puissance 2 P si on est en piste. Donc on a besoin d'avancer de manière très rapide sur ce domaine-là. Sur le plan universitaire, sur la mycologie, il y a des gens actuellement dans le laboratoire de parasitologie qui font bien et qui vont avancer dans ce domaine-là. Je pense en particulier à Stéphane Rang. C'est bien, il faut continuer ce domaine. La vectorologie, c'est devenu un élément absolument indispensable. On a inventé ici l'identification des vecteurs par le Malditov. C'est un truc extraordinaire. On commence avec l'éthique, mais on fait ça comme d'autres sur les moustiques, sur les puces, c'est-à-dire qu'on peut identifier en 10 minutes n'importe quelle bestiole en mettant ça sur le Malditov. C'est une des méthodes de diagnostic, on en développera d'autres. Si déranger me froid et qui sait comment faire pour utiliser une boucle. Vous avez vu que je vais à le développement de modèles expérimentaux d'infection, bien sûr, des arthropodes qui sont en cours, grâce à l'équipe d'entomologie qui est très dynamique. Le développement de stratégies thérapeutiques anti-vecteurs, si on veut trouver des trucs, je pense qu'on a trouvé quelque chose pour le poux. Je pense qu'on va tuer les poux avec de la doxycycline, en tuant un symbionte. En tout cas, in vitro, ça marche. Commencer, c'est un truc extraordinaire. Si on tue le symbionte qui nourrit le poux, qui est des Kelsi-like, on tue. Donc on peut tuer en réalité les arthropodes par des antibiotiques si on les cible sur leur symbionte. Donc c'est un concept nouveau qui va être extrêmement intéressant, auquel on a vraiment toutes les données expérimentales, on va voir comment ça se passe. Et l'analyse des résistances de vecteurs. Le paludisme en particulier dans le projet Girafe. Le paludisme, attention, il est en train de réémerger. Nous, dans les domaines qu'on voit au Sénégal, il est en train de repartir. On ne sait pas si c'est l'usure des moustiquaires, on ne sait pas si c'est la résistance à la permétrie, mais il est en train de repartir. Alors qu'on pensait, 3 ans, qu'on était sur une pente définitive, c'est en train de repartir. L'idée, c'est d'intégrer le Centre national de référence du service de santé des armées pour l'intérieur de CHU. L'évaluation des moustiquaires. On est en train de regarder si on peut, là aussi, utiliser le Malditov pour 2 choses. Une idée de Hugo qui est extraordinaire, c'est de regarder si on peut tester, on peut regarder si dans les médicaments vendus en Afrique, il y a bien les produits pour lesquels c'est vendu, parce qu'il n'y a pas de circuit de contrôle, ça marche très bien. Et d'autre part, de regarder si on peut évaluer la présence d'élution de la permétrie dans les moustiquaires grâce au même mécanisme. Et puis, la lutte ciblée contre les cas résiduels et l'abandon de la goutte épaisse, leishmaniose, helminthiase. Les 2 helminthiases sur lesquelles on peut travailler, on travaille sur aucune helminthiase ici en France, c'est pas sérieux, c'est une maladie négligée, ça tue des millions de personnes en face. Donc on a choisi 2, une filariose, la mansonellose. 10 à 15% de la population en Afrique rurale a la mansonella. On ne sait pas ce que ça fait, ça fait trop de personne ne travaille sur cette maladie, qui est une des plus communes. Ça va être une décile qu'on va faire avec les collègues de l'ECOF. Et puis la bilharziose urinaire, qu'il faut surveiller parce qu'un certain nombre des traitements, en particulier la télémie, qu'on donne pour le paludisme, est aussi efficace sur la bilharziose urinaire. Ça nous permettra de suivre, de voir si cette maladie est en relation, on travaille avec nos amis. Et puis bien sûr les parasitoses digestives émergentes. On a commencé avec Michel Rancourt par regarder le microbiote des parasites dans le tube digestif. Il y a tout à faire. C'est-à-dire que tous les microbes eucaryotes, il y a une négligence scientifique dans ce domaine qui est absolument colossale. J'espère bien qu'on aura un pourcentage de résultats comparables à ce qu'on a pour l'instant avec les microbes dans ce qui est. Donc on a 2 grands projets, vous verrez, de fédération qui discutent au niveau ministériel sur la fédération avec l'Afrique du Nord francophone et l'Afrique de l'Ouest francophone pour développer autour de nous, un à Alger avec nos amis du service de santé des armées et l'autre à Dakar avec aussi le service de santé des armées et puis les militaires. À Alger, ça serait dans un hôpital militaire pour pouvoir créer un cluster sur les mêmes bases, aidé par l'IRD, installation de Malditov, de la stratégie de biologie moléculaire et création d'un réseau qui fera ça. Les étapes, donc en janvier, j'ai commencé à présenter aux partenaires, en particulier au directeur général et au président de l'université, la stratégie de ce que nous voulions pour la parasitologie. En mars, j'aurais voulu qu'on ait une évaluation des forces en présence, avec le doyen de la faculté de médecine, le doyen de la faculté de pharmacie,
en parasitologie universitaire et hospitalière, il faudra discuter avec Renaud Carou, mais aussi avec nos collègues de la pharmacienne, et nos collègues du CESPA et de l'APRAN, de leur adhésion au projet, qui vient pas, la programmation ensuite des besoins, des recrutements responsables des institutions. En septembre, rédaction du projet de recherche et la mise en place, et en octobre, on présentera ça au conseil scientifique de la Fondation. D'ailleurs, le président est un parasitologue brillantissime, puisque c'est Christophe Rogier, qui est directeur actuellement de l'Institut Pasteur de Madagascar, qui est en train d'évoluer. C'est extraordinaire. Donc voilà les deux propositions qui sont faites actuellement sur le plan international. Girafe, qui est centré sur Marseille, Dakar et Bamako avec le Barabundo. Dans le plan français actuellement de rééquipement du Mali qui est prioritaire, dans lequel il rentre parfaitement, mais associé avec nos amis de Montpellier, nos amis de Paris, et qui couvre l'ensemble des pays de l'Afrique occidentale francophone. Et donc c'est un élément majeur, clusterisation, beaucoup d'étudiants qui sont passés par là, donc on a un réservoir important de gens qui peuvent travailler avec nous. Et puis le deuxième qui vient d'être mis en place, qui est coordonné par Philippe Parola ici, et Raoul Boussekine, qui est le directeur de l'AMSE, qui est un LABEX, avec nos amis algériens. D'une part, là aussi, on a une équipe qui est rattachée, qui a été évaluée en France à l'URMIT, qui est dirigée par Edgar Vitam, le médecin général Malek Naïm, qui est chef du service de microbiologie de l'hôpital central de l'armée. Les hôpitaux de l'armée prennent à peu près 33% des malades en Algérie, donc ça joue un rôle très important, avec un panel sur l'ensemble des pays méditerranéens. Donc voilà les différents éléments d'évolution dont je voulais vous parler. Si vous avez des questions, je peux vous écouter. Non? Pardon? Est-ce qu'il y a une animalerie dans les choux ou est-ce qu'on conserve les animaux? Les animaux non infectés ne resteront pas. Mais bien entendu, le P3 sera un P3 A3. D'autres bon, il reste un problème plus complexe auquel on aura à faire face. L'année dernière, désolé Jean-Claude Samuelian soit parti, je disais le problème c'est comment faire s'intégrer le projet médical et la CME dans la démarche générale de l'IHU. C'est réalisé, ça va très bien, les choses avancent. Je pense qu'il nous faudra reformater cette année nos rapports avec l'assistance publique et clarifier, parce que la situation et la position de l'ancien directeur général à nouveau ne sont pas les mêmes. Alors, les choses avancent spécifiquement dans l'organisation, mais les engagements financiers ou les engagements d'intéressement sont plus de même nature. Et donc il y a une réflexion qui se pose ici, mais qui, encore une fois, qui n'est pas spécifique à ici, qui se pose dans l'ensemble des IHU, c'est comment les IHU font partie de la stratégie intrinsèque des IHU et du ministère de la Santé. Une vraie réflexion à avoir, qui est à avoir au niveau national. Je ne cache pas que ce que nous demandons, nous, au niveau national, c'est que les fonds générés par la recherche des IHU soient fléchés sur les IHU pour qu'elles puissent continuer à faire la recherche. Au moins la partie variable. Ça, c'est un élément qui me paraît un élément clé, parce que je comprends bien le problème de l'assistance publique, et je ne voudrais pas être à la place du directeur de l'assistance publique. C'est très difficile d'avoir une institution dont il faut dresser le compte va et que va, et c'est très compliqué, mais moi aussi, je suis responsable de quelque chose, et ce quelque chose dont je suis responsable, je veux qu'il marche. Donc, ça ne doit pas devenir incompatible, parce que ça amènerait à des situations difficiles, mais moi je dois défendre les intérêts de l'IHU et faire que la chose puisse se dérouler d'une manière qui permette de continuer d'augmenter le niveau de performance que nous avons. Je pense qu'il est essentiel pour le pays, et plus maintenant que jamais, on ne peut pas ne pas avoir dans ce pays des projets ambitieux qui disent qu'on est État mort, on est État fini, on est État avant, on est État décadent, on existe encore, quoi, hein. Et donc il faut continuer à avoir l'ambition et la force de continuer à vouloir être les meilleurs au monde. On va faire mieux, on fait mieux que les Jeux Olympiques, hein. On gagne plus de médailles, d'accord, on veut continuer comme ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça en ayant à subir, sans rien pouvoir, les aléas de la gestion de nos partenaires. Il faut qu'on puisse avoir une stabilité qui nous assure qu'on puisse continuer à courir parce que c'est utile pour le pays, c'est utile
pour la médecine, on ne peut pas avoir cette fragilité vis-à-vis des aléas des mouvements ou des gestions, même si le monde est ce qu'il est et qu'on n'est pas dans une bulle. Voilà. Je pense que ça c'est un élément important qu'il nous faudra gérer. Qui c'est qui n'est pas là, Yolande? Tiens bien, toi, quelle idée? Il faut notre Seigneur pour donner les prix, oui. Donc tous ceux qui ont accueilli, donc Philippe Bernard Scola, Philippe Parola, Jean-Christophe Dallet, Pierre-Édouard Fournier, là tu les connais. Philippe Biagini, il n'est pas là. Amen Dugali. C'est quoi ça? Aline Demi-Père. Laure Bernard-Lévy. Alors restez pour la photo. Restez là. Laure, restez là. Cathy Robert. Anne de Viter. Catherine. Mathieu. Véronique. Morin Gonçalves. Aline n'était pas là. Patricia Carrieri. Très bien. Allez, la photo, Sylvain.